Cyril Thiard pour Cinémaniac. Et Yohan Tiu pour Cinémaniac. Aujourd'hui, nous allons vous parler des nouvelles séries qui sont sorties en 2017, l'occasion d'échanger et de donner notre point de vue sur 8 séries. Alors toi, Yohan, comment est-ce que tu as trouvé un petit peu ce début d'année sur les séries québécoises? Dans les extrêmes, on va dire, c'est-à-dire que j'ai trouvé des gros coups de cœur, c'était vraiment très bon pour certaines. Puis il y en a d'autres qui m'ont vraiment énervé, mais je ne sais pas si c'est parce que je suis un peu soupolé et on sort de l'hiver et que je suis un peu à fleur de peau au niveau de l'humeur, mais il y a des séries que j'ai vraiment comme aimé et détesté, et d'autres que j'ai adorées. Même sentiment ici. Alors, on en a listé quelques-unes, on va commencer par la première. Plan B, qui vient juste de sortir, qui est lancé sur Série Plus. Rappelons un petit peu l'intrigue, c'est l'histoire d'un homme qui fait un petit peu le souhait de revenir en arrière pour revivre quelque chose qu'il a raté avec sa conjointe, et puis l'occasion peut-être de réparer ce qu'il a peut-être mal fait. Alors, moi je vais exposer un petit peu mon avis parce que c'est tout chaud, et puis pareil, comme tu disais il y a une seconde, ça peut donner quelques irritants. Déjà, la distribution elle est un petit peu parfaite dans le sens où on prend Magali Lépine-Blondeau et Louis Morissette ainsi qu'une pléiade de second rôle assez intéressante. Mais personnellement, moi, même si j'aime beaucoup le réalisateur, Jean-François Asselin, notamment, il avait fait un court-métrage il y a quelques années qui s'appelait Mémorable Moi, qui était génial, que j'avais vraiment adoré. Je pense qu'il avait eu un prix au Génie ou aux ex-Jutra. Là, ce qui se passe selon moi, c'est que c'est trop beau, c'est trop essayé d'être bien fait, mais il y a à un moment donné un manque, à mon sens, de côté organique. C'est-à-dire, on sent que c'est trop écrit, on sent que ça veut trop bien faire. Est-ce que tu as eu ce même sentiment-là? Ouais, on sent que c'est vraiment in the nose, là, vraiment comme... Non, pas in the nose. Est-ce que c'est la bonne expression? Je ne sais pas du tout. C'est vraiment... In the face, non? In the face, ouais. Il te le balance dans... Et du coup, c'est pas in the nose, finalement. Il te le balance vraiment en plein dans la face. C'est-à-dire que des fois, la musique vient vraiment appuyer les moments... Vas-y, pleure. C'est ça. On sent vraiment ça. Et j'ai l'impression que, on a embauché, tu parles des seconds rôles, on a embauché vraiment le top du top de l'UDA, genre Gilles Le Breton qui apparaît comme ça alors que sorti de nulle part, on ne l'avait pas annoncé. Enfin, on va chercher vraiment du haut standing. On a presque honte que ce soit une série qui passe seulement sur Série Plus. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils essayent de faire vraiment beaucoup et de se dire non, mais c'est pas qu'une série avec un concept de science-fiction, c'est aussi un drame humain sur un quarantenaire. C'est ça aussi. Louis Morissette fait beaucoup ça, d'ailleurs. On y croit beaucoup. D'ailleurs, on a l'impression que ça a été fait pour ça, pour créer le mélo un petit peu 2.0 avec la distribution parfaite. Et moi, des fois, je les vois débiter chacun leur phrase, leur dialogue, et sans réaction de l'autre côté. Et j'ai envie de me dire, mais allez faire un stage chez Keshish, parce qu'il y a un moment donné où... C'est pas ça la vraie vie, c'est pas je te débite mon texte et c'est magnifique et ça va te faire pleurer, et l'autre en face, la réaction oui je pleure. Non, c'est un peu plus organique que ça. Ouais, c'est vrai que du coup ça essaye de nous prendre en plein cœur, puis ça nous éloigne quand même via le côté vraiment comme aseptisé, on va dire, du jeu, puis du montage, etc. Puis il y a des facilités, je veux dire, encore Fabien Cloutier dans le rôle du gars qu'on aime bien, mais qui a vraiment un caractère spécial. Enfin, il y a vraiment des facilités. Ah oui, Laurent Fompré aussi, c'est une facilité. Oui, voilà. Ils ont le rôle d'une. Ils ont pris Gabi Gravel. Gabi Gravel, c'est ça exactement. Le truc qui m'a le plus gêné, l'épisode 1, je le trouve, est quand même pas mal efficace. On a envie de voir la suite avec l'épisode 1. Pour l'instant, il n'y a que 2 épisodes à l'heure où on enregistre ça. Ça nous donne envie de voir la suite. Mais dès l'épisode 2, on retombe dans le mélo, on retombe dans le drame. Il n'y a pas du tout de voyage dans le temps dans l'épisode 2. Et on se dit, OK, où est-ce que ça s'en va? J'ai peur que ce soit juste un petit pitch, le coup du voyage dans le temps, un petit pitch comme pour attirer un peu la génération des millennials et des Y et tout ça, alors que ça ressemble plus à une série pour ma tante, quand on s'y penche un peu plus. Oui, c'est vrai, quand on va dans le détail. Après, les extraits donnaient l'impression que ça évoluait, mais en fait, ça évoluait un peu vers
ce qu'on s'attend, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il va revivre différemment qu'il va sauver la situation. Enfin, je veux pas spoiler ni rien, mais on s'attend quand même à un ensemble de choses. Ben, on s'attend, surtout qu'il y a déjà un film qui était sorti à propos de ça qui s'appelle About Time, où c'était pareil, un gars qui revenait dans le passé pour comme arranger les choses avec sa blonde, etc. Et on s'attend à ce que ça va... Ben, apparemment, il y a un punch en fin de saison. Ça, c'est pas un spoiler. Il y a sûrement un punch en fin de saison pour vous faire revenir l'année prochaine. J'ai peur que ce soit cousu de fil blanc et que finalement, ils reviennent de plus en plus en arrière, puis que... C'est pas possible. Comme la première scène, on se dit, bon, ok, il va revenir là, cette scène-là, puis la série va la saison en tout cas va se conclure là-dessus, ou je sais pas. Mais j'ai bien envie qu'il pousse un peu plus le concept de la science-fiction. L'élément fantastique est pour moi pas assez développé et ça va m'emmerder. C'est un problème aussi au Québec, on s'aventure rarement vers ce type de production. Donc là, ils essaient de faire un mi-chemin entre les deux, mais effectivement, ça reste un mélo. C'est subtil, j'aime ça quand c'est subtil aussi, dans des séries comme... Il y a notamment une série qui va venir après où c'est subtil dans le côté étrange, là, mais là, c'est beaucoup trop subtil. Je suis d'accord. Donc, c'est ça. Alors ensuite, on va vous parler de l'âge adulte. Je te laisse présenter un petit peu le concept. L'âge adulte, une web-série sur tout.tv. Je sais pas si... Non, c'est pas sur Vero.tv, c'était vraiment sur tout.tv. Ouais, je pense aussi. De Guillaume Lambert. Guillaume Lambert, c'est le petit gars de rôle, vraiment comme l'un des meilleurs comédiens révélation de Like Moi. Donc c'est pas le grand avec plein de cheveux, ni l'autre grand, c'est vraiment le petit gars. Qui a fait un truc... l'histoire, en tout cas, c'est ça. C'est 3 frères et sœurs, si je ne dis pas de bêtises, à qui il arrive des affaires, notamment liées à leur identité sexuelle. Puis avec toute cette... Ils ont une famille, ils ont des amis tout autour. Ça a l'air assez banal. Ça ressemble un peu à CA de Louis Morissette, dans le sens où c'est une bande d'amis, où il y a des trucs... Mais pas du tout, en fait. C'est weird, mais c'est weird cool. C'est très court, mais il y a plein de choses qui se passent parce que le montage, le rythme est weird. La narration, j'ai jamais vu ça, je pense, dans une web-série en tout cas et dans une série. Ça punch, c'est vraiment différent et ça vaut le coup d'œil. Dès l'épisode 1, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette bibite-là ? C'est un coup de cœur pour moi cette année, je pense, cette série. Alors, je ne sais pas si tu connaissais un premier court-métrage, peut-être pas un premier court-métrage, mais un court-métrage qui s'appelait Toutes des connes, qui était leur précédente collaboration à Guillaume Lambert et François Jarros, qui déjà était allé à Sundance et qui était un format très très court, justement, qui exposait un ensemble de scènes qui fonctionne très bien et mis de bout à bout, c'était assez génial. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Je l'ai vu passer sur tout.tv, il va falloir que je regarde. Voilà, il va falloir que tu le vois parce que c'est vraiment dans le même esprit et surtout, c'est la grosse qualité de François Jarros de réussir à faire short and sweet et à cibler le moment présent. Alors après, à l'écriture de Guillaume Lambert, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour s'organiser tous les deux, mais effectivement, je pense que c'est ça, leur duo qui fonctionne au niveau de la collaboration. Pour moi aussi, j'ai trouvé que ça se regardait à une vitesse incroyable, c'est-à-dire que c'est des 8 minutes ou 10 minutes, donc c'est extrêmement court et on a envie d'en voir plus et en fait, les 8 ou les 10 passent très très vite. Malheureusement, mais c'est quand même une des grosses surprises de ce début d'année parce que personne ne l'a vu venir et qu'au final, c'est le gros buzz qui est arrivé là-dessus. Comme toi, j'ai eu l'impression de voir un petit bonbon. Il y a une distribution qui est aussi assez réussie. Moi, j'ai beaucoup aimé voir Mylène Mackay dans la comédie, notamment. Ouais, c'est vrai qu'on l'avait jamais vu encore. C'est la révélation un petit peu des 2 dernières années avec Nelly et avec le Forcier et également Endorphine. Là, aujourd'hui, on la voit dans une comédie et même, je lui en ai parlé un petit peu et elle m'a dit qu'au moment du tournage, elle ne savait pas trop comment réagir, si c'était normal, si c'était pas normal, parce qu'évidemment, quand on ne s'est pas trop aventuré là-dedans, c'est pas évident, mais en tout cas, le résultat est assez réussi. Et puis, ça reste un jeu, on parle de comédie, la série est comique, mais ça reste un jeu d'acteur qui est très comme... sérieux, puis pratiquement, il n'y a aucune expression pratiquement, et c'est ça qui rend le côté un peu étrange. Donc, je ne sais pas si les acteurs l'ont joué en se disant « Ok, on va jouer une comédie » ou je ne sais pas comment ils ont joué, quelle était la direction d'acteurs sur le plateau. Ça devrait être intéressant d'être une petite souris à ce moment-là, mais c'est ça qui rajoute l'étrangeté dans cette petite série-là, c'est que c'est pas
jouer gros, c'est même jouer comme pratiquement le plus low que tu peux être, quoi. Il y a ça, et puis il y a l'écriture. Moi, je me pose des questions souvent, je me dis, comment est-ce que Guillaume écrit et à quel moment il se censure? Parce qu'il y a des petites choses, notamment à la fin, là, notamment une scène qui revient 2 fois sur un comique assez grossier, on va dire, et je me dis, comment tu te dis, ça je le laisse, ça je trouve ça, c'est passer au-delà. On n'est pas dans une capsule là avec moi, on n'est pas dans quelque chose de grossier à la base, et ça passe quand même là-dedans parce que c'est un tout. Ce sera assez intéressant effectivement d'en parler avec ces deux zouaves-là, parce que Guillaume Lambert et François Jarros, ils cumulent les réussites depuis 4-5 ans là. François Jarros, il est allé à Cannes l'an dernier avec son court-métrage dans la catégorie une quinzaine de réalisateurs, je pense, où il y avait genre 15 courts-métrages qui étaient sélectionnés, il en était. Donc ils sont toujours là où il faut, et à chaque fois c'est une réussite. Donc en tout cas... Là, encore une fois, en tout cas, on vous le conseille. Ouais, c'est à voir, ouais. C'était vraiment intéressant. Et juste pour ajouter, il y a un épisode, parce que chaque épisode, en fait, se concentre sur un personnage. Et il y a un épisode sur le meilleur chum d'un des frères, qui est joué par Fayol Jean Jr., si je me rappelle bien de son nom. Et c'est cool et c'est rafraîchissant de voir un épisode entier centré sur un personnage black, joué par un acteur black qu'on ne voit pas souvent parce que le Québec, à la télé, ça a du mal de mettre autre chose que des blancs. Donc c'est aussi une des bonnes choses, c'est que j'ai pu enfin voir un épisode entier qui mettait en avant la diversité québécoise, même si le reste du casting est tous blancs. Il le dit à un moment, mais c'est un point de... À un moment donné, il le dit aussi, l'ami black ou l'ami noir, je sais plus comment il dit. C'est ça, oui, il se moque de ça, il se moque de... Oui, ils osent beaucoup de choses et ça passe à chaque fois, c'est ça qui est intéressant. Moi, le tout petit bémol que j'aurais à faire, c'est qu'il y a un petit peu avec le jazz de côté revendiqué à Woody Allen. Le problème que j'ai eu, c'est que c'est systématiquement la même 15 secondes de jazz et j'étais fatigué d'entendre à chaque fois. Et j'étais là, ils auraient pu changer un peu de temps en temps, mais c'est vraiment un seul bémol pour dire genre un bémol parce qu'au final... Ça devient presque un running gag d'une certaine manière de nous remettre la même musique. Le fait qu'elle soit énervante, là pour une fois elle est énervante, drôle. Enfin moi ça m'a plu, contrairement à d'autres séries qui sont énervantes mais juste qui sont énervantes. Après, on n'a pas trop parlé du contexte et c'est intéressant, c'est que c'est 8 épisodes dans un même laps de temps. Et ça, on l'a pas parlé. Et moi, ça m'a rappelé, c'était pas le premier à le faire. En série, ça se fait un peu moins, mais c'est pas le premier à le faire. Il y a eu Lucas Belvaux qui avait fait sa trilogie dans le même laps de temps. Il y a eu une série il y a 2-3 ans qui s'appelait Cucumber qui avait fait une autre. Et là, c'était 2 séries complètes. C'était Cucumber, Banana où les séries étaient cross-bordées. Donc, c'est pas la première fois que ça a été fait. C'est toujours original, on est content de le voir quand même quand ça arrive parce que ça laisse l'impression que ils essayent de proposer autre chose. Oui, très bien. On va maintenant parler de Trop, alors aussi une nouvelle web-série, je pense, qui n'a pas été prévue à la base pour la télé mais qui va y arriver. Bientôt. Et là, tu parlais tantôt de Véro Télé, je crois que ça est lancé là-dessus. Ça c'est sur Véro Télé. Rapidement, j'énonce un peu l'intrigue. C'est l'histoire de 2 sœurs. En tout cas, l'une vient retrouver l'autre à Montréal et elle est diagnostiquée comme... Qu'est-ce que c'est sa maladie déjà je sais plus. Bref, il y a un niveau de folie, on va dire. Et, non, mais c'est de la bipolarité. Oui, bipolarité, voilà. Et à partir de là, se jouent quelques intrigues par rapport à sa vie personnelle, vie professionnelle. Evelyne Brochu, Virginie Fortin, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai une relation amour-haine avec cette série parce que quand elle a été annoncée et quand elle a été diffusée, on m'en a dit beaucoup de bien partout. Tout le monde me dit c'est une série qui parle de la maladie mentale, c'est une série avec des femmes, des personnages intéressants. C'est une série rafraîchissante, etc. Alors moi, je me suis garroché dessus. Mais il y a comme... Je veux que ça me plaise. J'ai envie que ça me plaise, mais... J'ai regardé l'épisode 1, je fais OK, non, c'est peut-être pas pour moi. Je sais pas pour qui c'est, mais c'est pas pour moi. Puis, on m'a pas parlé de maladie mentale dans le premier épisode. On l'a juste comme... Elle a une crise à un moment donné, mais ça passe très vite. Enfin... Le pitch de, OK, c'est 2 sœurs, il y en a une qui est trop calme, puis l'autre qui est trop folle parce qu'elle est bipolaire.
il arrive qu'au 2e épisode, où là on a un diagnostic, on a un médecin qui est là pour nous expliquer. Mais et puis ça reviendra souvent, on en reparlera ça, mais ça commence au 2e épisode, on va beaucoup le dire ça. J'ai eu beaucoup de mal à cerner le rythme, le ton de cette série-là en fait. Et j'ai comme développé une théorie. L'auteur, dont je ne me rappelle plus du nom, je la connais juste comme la blonde de Judith Lucier, mais je ne me rappelle plus de son nom, désolé. Elle faisait beaucoup de séries jeunesse avant, c'est une auteure de séries jeunesse. Et j'ai l'impression que j'ai regardé avec trop une série jeunesse pour adultes. Ouais. Dans le sens où il y a plein de petites jokes comme, je me dis, ça aurait fait rire mon cousin qui a 10 ans. Ouais, dans le sens facile. Ouais, il y a des blagues comme, 2 exemples. Il y a comme Anne-Marie Cadieux à un moment donné qui joue la patronne, la supérieure d'Estelle Le Brochu. Evelyne Brochu, pardon. Je me mélange. Bref, elle joue la patronne, puis forcément l'autre elle voulait le poste, donc ils ne s'aiment pas trop. Et il y a une scène où Anne-Marie Cadieux a du chocolat sur la dent et Evelyne Le Brochu lui fait pas remarquer, puis c'est censé être drôle, et puis ça va nulle part après. Il y a comme, on la voit pas avoir honte de ça, on la voit pas perdre. Juste ça, ok, bon. Puis il y a une autre scène où Virginie Fortin va chez Émile Bilodeau, qui joue le rôle d'Émile Bilodeau, et il y a cette scène typique où tu crois qu'ils vont fourrer, mais finalement on sait tous qu'ils vont pas fourrer. Puis le punch de cette scène, genre c'est pas ça qu'ils faisaient en fait, c'est ça. Il est imprévisible tellement il est niaiseux et ça m'a donné l'impression d'avoir vu une série jeunesse avec une écriture parfois un peu trop pour mon cousin qui a 10 ans. C'est ça qui... Ouais, je sais pas trop ce que j'en ai pensé aussi. J'en ai vu beaucoup d'épisodes et au bout d'un moment j'ai arrêté en me disant bon, ça va nulle part en quelque sorte. C'est dommage parce que j'aime bien le travail de Louise Archambault et j'adore particulièrement Chloé Robichaud, notamment au cinéma. Même sa première série qui était féminin qui était très très belle. Elle qui réussit à très bien mettre en avant une certaine subtilité dans les relations interpersonnelles. Ici, on voit que c'est pas ça du tout qu'on lui demande. Et au final, on voit plus trop la personnalité de ces 2 réalisatrices. J'ai en plus un problème personnel, moi, avec Virginie Fortin, que j'ai beaucoup de mal à voir à l'écran. J'ai l'impression qu'à part sa personnalité, il n'y a que ça dans le truc, donc peut-être que je me trompe, mais disons que je trouve qu'elle semble assez proche de ce qu'elle est, et en l'occurrence le trop pour moi, là en l'occurrence c'est en dehors de ce que je suis capable d'accepter. Ça et la distribution masculine aussi qui m'a un peu dérangé dans le sens où Éric Bruno et Pierre-Yves Cardinal, on les voit beaucoup, et alors là le fait de les voir en plus sur une série qui avait déjà deux personnages féminins qu'on voit moins. Evelyne Brochu, on la voit pas énormément. On la voit à la télé, mais pas dans ce registre-là. Mais alors eux, par contre, c'est vrai que dès qu'il y a des rôles masculins, c'est systématiquement pour eux. Ça me dérangeait un petit peu. Après, j'ai rien à dire sur les acteurs à proprement parler. Ils font la job qu'on leur demande. Le fait est que effectivement, c'est K1, on ne sait pas trop quoi en penser. Moi, j'ai vu qu'effectivement, il y avait un gros buzz, même en ligne. Je pense que c'est beaucoup le public féminin qui se retrouve là-dedans. J'ai vu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux de femmes qui disaient « j'adore ça, c'est vraiment bien fait ». Peut-être qu'on n'est tout simplement pas la cible. Peut-être que… Ouais, j'ai regardé ça avec ma blonde, puis même constat, ça lui a pas plu, mais par contre, on a envie de continuer. Parce qu'à chaque fois… il y a comme un extrait qui est diffusé, comme soit Tout le monde en parle ou whatever. Et à chaque fois, c'est comme « Hey, ça a l'air bien, peut-être qu'on l'a juste… On n'a juste pas eu le courage de continuer, puis peut-être que ça s'améliore. » Donc j'ai quand même envie de regarder la suite. Je veux dire, je vais pas me jeter dessus, là, mais si un jour j'ai vraiment rien à faire, ça dure 20 minutes en plus. Donc je vais sûrement m'en lancer un, puis peut-être que là, je serai accroché. Donc je demande qu'à aimer cette série-là. On va passer à la 4e, une aussi assez récente, dont le final est, je crois, ce soir d'ailleurs. Donc, Survie. Ouf. On nous l'a lancé déjà comme la série avec Pamela Anderson dans une série québécoise. C'était le premier buzz.
je te laisse la présenter un petit peu la série. Ouais, Survie, c'est en gros une série sur une télé-réalité et il y a une télé-réalité genre occupation double, j'imagine. Et il y a plein de choses qui tournent autour. On suit divers personnages et notamment on se concentre sur les personnages de Mary Lee Wolf et le gars qui est pas fin dans Rupture. Sébastien Hibernot. Voilà. Et en gros, elle est actrice, lui est producteur, mais ils se retrouvent à être un couple dans cette télé-réalité-là. Et il y a des choses qui se passent et c'est très très drama, voire soap. J'ai vu que le premier épisode, je vais être honnête, j'ai pas eu le temps et un peu le courage de continuer, mais ça démarre au deuxième épisode, encore une fois, puisque la télé-réalité en elle-même ne commence vraiment que, je pense même à la fin du premier épisode. C'est vrai qu'il y a un côté lourd sur le premier épisode qui est un peu particulièrement... On prend son temps, ce qui est des fois une bonne chose, de te présenter des personnages, mais quand ces personnages-là sont caricaturaux, même quand tu prends le temps de les présenter, c'est qu'il y a un problème. Je veux dire, Luc Picard, il incarne le méchant patron producteur. Pamela Anderson, c'est la pauvre présentatrice qui est juste là parce qu'elle n'a pas le choix. Je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est marrant parce que ça en devient méta. J'ai l'impression que Pamela Anderson, dans la vraie vie, n'a pas le choix d'être dans cette série-là aussi. On doit aussi la faire chanter ou je ne sais pas quoi. Ou alors elle a besoin vraiment d'argent. Mais on passe là-dessus. Et en gros, j'ai pas trop aimé ce que j'ai vu pour l'instant. Je vais être honnête, le premier épisode est vraiment moins bon que les autres aussi. Tu me dis que ça s'améliore. Oui. Ça s'améliore, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont un peu... J'aimais bien le terme soap tantôt quand tu disais ça, parce que j'avais l'impression effectivement parfois de voir effectivement une série américaine un peu drama, etc. Alors, moi j'ai vu l'entièreté des épisodes là, donc c'est un peu compliqué. Une série sur la télé-réalité, pourquoi pas, qui filme de l'intérieur, pourquoi pas, mais on voit jamais l'extérieur déjà. Alors ça me dérange un peu parce qu'il y a un côté grandiloquent vis-à-vis de la télé-réalité qui serait intéressant, c'est parler du public vraiment, parler des médias, parler de toute la télévision qui fait ça, et là on le voit jamais, donc à un moment donné, on le perd complètement. Ils disent qu'on est dans une télé-réalité, mais on a l'impression de ne pas y être en fait, en quelque sorte. Mais je pense qu'ils s'en fichent. Je pense qu'ils ne veulent pas faire une série sur la télé-réalité. Je ne suis pas certain qu'ils s'en fichaient. Je pense que c'est un parti pris de se dire on va vraiment filmer que de l'intérieur. Mais ça, c'est le parti pris que prennent les télé-réalités. Parce s'ils ne te montrent pas l'extérieur et qu'ils te montrent juste la télé-réalité et peut-être à la rigueur les coulisses, comme la critique est de par le fait très difficile à établir, puis on amplifie le côté voyeur qu'on essaye de critiquer avec la télé-réalité. Parce que l'un des avantages de cette série, c'est qu'il y a beaucoup de gens tout nus, donc ça peut être divertissant. Mais à un moment donné, c'est voyeur pour être voyeur. Et je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qu'on veut. Il y a une série qui est formidable, c'est ça. C'est parce que je fais aussi le parallèle avec une série américaine qui est extraordinaire, qui s'appelle Unreal, qui est normalement son titre québécois, français, c'est Réellement, avec un gros ment, parce que tout est faux. Et là, dans cette série-là américaine, tu as une critique de la télé-réalité, tu as un discours féministe vraiment, vraiment à l'écran. Tu as deux héroïnes qui sont super fortes. Et quand tu regardes Survie, si tu as vu cette série-là, si tu as vu Unreal, forcément, c'est comme quand tu regardes la série Sherlock, puis après tu regardes les films avec Robert Downey Jr., tu te dis ouais, non, je préfère ça. Donc pour moi, mais bon, c'est très spécifique là. Si vous n'avez jamais vu Unreal puis que vous voulez voir une série comme sympathique et puis un petit peu comme oulala, on voit de la peau. Ouais, alors ça, moi je n'ai pas vu beaucoup de peau personnellement, mais c'est. En tout cas, il y a deux choses qui m'ont un peu embêté. C'est déjà Pamela Anderson, personnellement, je me dis pourquoi est-ce qu'elle joue là-dedans et surtout, qu'est-ce que ça apporte à l'intrigue à part rien. Enfin, personnellement, j'étais là, à chaque fois que je la voyais un plan, parce qu'on la voit très très peu, on va être honnête, on la voit 2 plans à chaque fois dans chaque épisode. Chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là? On a l'impression que ça a été posé là,
Puis on s'est dit, on avait besoin de notre star, on l'a eu, on la met là, et puis ça n'a aucun intérêt avec l'intrigue. Ça se développe pas parce qu'elle est là pour quelque chose. Elle ça est se développe. quelque Il faut croire que oui, il y a un genre de truc qu'on attend qui va se passer, mais c'est tout petit par rapport au reste. Et ce qui m'a un petit peu dérangé aussi, c'est que, quitte à mettre 2 vedettes dans une télé-réalité, ça serait bien que les autres tout autour ne soient pas des vedettes. Parce que dans ces cas-là, eux, ça en seraient des vrais. Et là, le fait est que Marine Wolf et Sébastien Jardot, certes, sont connus, mais Luc Picard est connu, Monia Chokri est connu, il y a plein de gens dedans qui sont aussi célèbres qu'eux, à quelque chose près. Donc, au final, j'étais un peu gêné. Je me disais, ça fonctionnerait tellement avec des inconnus. En l'occurrence, dans les inconnus, il y a Catherine Saint-Laurent, qu'on a vu donc dans Tudor Nicole, et il y a Alexandre Landry qu'on voit énormément aussi depuis Gabriel et depuis L'amour au temps de la guerre civile, qui sont très très bons tous les deux, mais c'est ça, c'est des comédiens émergents qu'on connaît déjà pas mal, et donc pour moi c'est plus des inconnus, donc ça aurait peut-être aidé la série. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de drama, je m'en passerai un peu, c'est sûr que je suis pas sûr de continuer si on va vers une saison 2, mais il y avait de quoi, et je m'étais dit pourquoi, à un moment donné, pourquoi est-ce qu'ils font pas quelque chose comme Superstar de Xavier Giannoli? Parce que Superstar, oui, on a beaucoup décrié le film, et moi le premier j'avais été déçu du film, mais au moins il y avait vraiment, parce que la réalisation de Xavier Giannoli elle est clinquante, on voit plein de choses et ça, on y croit. Là, à un moment donné, quand on voit pas du tout l'extérieur, moi j'étais là, j'y croyais plus, j'étais là, je suis dans quoi? Mais tu sais c'est quoi le problème? Le problème c'est que en gros ils ont le budget d'une série de série plus, donc pas forcément, j'imagine pas forcément un budget comme si c'était une série sur TVA ou sur Radio Cannes. Et il faut qu'ils produisent une télé-réalité dans la série, puis il faut qu'ils produisent une série autour. Ouais. Donc au bout d'un moment, puis il faut qu'ils donnent le cachet, parce que quand même, on a Luc Picard, on a Anne-Marie Cadieux, c'est fou, il faut qu'ils donnent ce cachet-là en plus. Donc à un moment donné, ben, tu ne peux pas faire grand-chose. Il y a un truc qui est symptomatique dans le premier épisode, il me semble, et qui m'a fait beaucoup rire. Luc Picard vient en Toyota moyenne gamme. Normalement, c'est un producteur, c'est le producteur à gros cigares super riche. Il vient en Toyota moyenne gamme sur le tournage. Puis bon, ça ne se remarque pas jusqu'à ce que Mary-Lou Wolfe lui fait dire « Ah, t'essayes de faire croire que t'es quelqu'un proche des gens en venant avec ta Toyota plutôt qu'avec ta Lamborghini. » Mais dans ta tête, tu te dis « Non, c'est juste parce qu'ils n'ont pas eu le budget pour louer une Lamborghini. » Et ouais, c'est ça, tu te dis à un moment donné, c'est cheap et c'est dommage qu'on se dise ça pour une série qui se veut clinquante, qui se veut paillette, etc. En tout cas, un peu à l'image de trop, un peu on est resté, enfin moi je suis aussi resté un peu sur ma faim et j'avais pas de certitude quant aux suites. On embraye avec L'Imposteur, donc là on passe dans un registre beaucoup plus policier, un petit peu... Thriller. Oui, c'est ça. Et qui montre Marc-André Grondin qui sort de prison, je crois, et qui, du jour au lendemain, a un accident, il tombe sur un mort, il a un accident, il se rend compte que ce mort-là, je te spoil un peu parce que tu m'as dit que tu avais vu que le premier épisode, mais ça on le voit dans le deuxième, ce mort-là, en l'occurrence, lui ressemble comme 2 gouttes d'eau parce que c'est son frère jumeau. Mais on le voit dans le premier épisode. Ah, on le voit aussi dans le premier, ok d'accord. Donc à partir de là, vu qu'il a une vie un peu merdique à date, pourquoi ne pas prendre sa place? Voilà un peu l'intrigue de L'Imposteur. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est marrant ton pitch, vraiment l'élément déclencheur de l'action n'arrive qu'à la fin du premier épisode. Donc encore une fois, c'est une série qui commence au second épisode, que je n'ai pas vu malheureusement, j'ai vu qu'un seul épisode. Mais ce que j'ai vu m'a pas mal plu dans le sens où je l'ai vu comme, ok, ça va être une série thriller, il va se passer des affaires qui n'auront pas de sens. Mais là, j'ai envie de m'en foutre et de vraiment d'enlever le cerveau puis de regarder ça. Puis je pense que je vais être surpris pour la suite. Marc-André Grondin, je l'aime d'amour. Il joue vraiment un rôle qui est assez intéressant, surtout que là, j'ai vu que son côté comme gars qui sort de prison, mais j'imagine que s'il veut se la jouer imposteur, il va devoir faire des choses et jouer un autre jeu. Il y a un seul truc qui m'a déplu dans ce premier épisode, puis je ne sais pas si ça va s'en venir avec la suite de la série, c'est que pour montrer à quel point ton personnage
qui est un trafiquant de drogue, qui sort de prison, etc., est quand même un bon gars, ben, je pense qu'à part 2 personnes, à part son frère, puis un autre gars qui doit être comme son parrain des AA, là, à part ces 2-là, tout le monde est chien avec lui, tout le monde le traite comme de la marde. Mais oui, forcément, tu prends parti pour lui parce que tout le monde sont méchants. Et je trouve que c'est une grosse facilité d'écriture. Je pense que les gens ne sont pas juste noirs ou blancs. Là. Il y a quand même des zones grises. Et il y a des zones grises dans ce personnage-là, je l'espère. Ça s'améliore. Va s'équilibrer un petit peu. Okay. Dans le premier épisode, il y a une très belle scène, moi j'ai trouvé très belle, de Marc-André Grondin avec sa fille, je pense que c'est le premier, qui joue aussi beaucoup sur le vert de ses yeux et je trouvais que ça marchait très bien. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, la série est verdâtre, je sais pas si tu as remarqué. Ouais. Il y a un côté filtre jaune-vert. Au début, je me suis dit, hey, c'est un peu bizarre. Et puis, il y a des angles où ça m'a un peu déplu, notamment quand il est à l'hôpital parce que le verdâtre se reflète dans la barbe de Guillaume Cyr. Donc ça m'a fait bizarre. Mais sinon, moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Effectivement, Marc-André Grondin, deuxième carrière, hein, premier niveau de carrière avec les cheveux longs et Exit en France, là retour, il est quand même passé par la case Londres avec une autre série, mais maintenant plus de cheveux depuis quelques années maintenant, des rôles plus noirs, on sent que c'est vraiment une volonté chez lui. Et alors tu verras à partir du 2e épisode Marie Brassard qui joue sa 2e mère qui est excellente. Alors Marie Brassard, elle est assez bonne assez régulièrement, mais là-dedans elle est vraiment super intéressante et c'est là que c'est intéressant. Enfin, je me répète un peu, mais c'est à partir du 2e épisode qu'effectivement ça part. Il y a juste un truc, moi, qui m'a un peu dérangé, c'est que l'intrigue est un petit peu tirée par les cheveux quand on réfléchit. Parce qu'à Montréal, avoir un jumeau, ne jamais avoir eu écho de ça à un moment donné, parce qu'à la rigueur, il serait dans je sais pas moi, dans 2 localités qui n'ont rien à voir. Ok, mais là, en l'occurrence, on comprend que c'est à Montréal. Que jamais on ait eu écho de ça, c'est un peu limite. Ben, je pense, quand je pense à ça, je pense à Ennemi, qui l'a bien amené, ce côté-là. Mais dans L'Imposteur, c'est vrai qu'il a quand même pas mal de chances d'être au bon endroit au bon moment, mais ça marche. Enfin, je m'attends à ce que ça va être complètement over the top, puis assez foufou. Enfin, quand ta série commence par un plan de drone, tu sens que le plan est comme au-dessus de lui, puis enfin, bref. C'est très, on veut se la jouer américain, puis très, ce filtre vert aussi, ça fait très expert, un truc comme ça. Ça fait très série américaine, mais cette fois, il y a du budget. C'est ça qui est bien comparé à Survie. TVA et la production a vraiment mis de l'argent dedans pour avoir des comédiens solides, pas trop connus, mais solides. Quand même, parce qu'il y a aussi Sophie Desmarais, Catherine Deléan, Guillaume Cyr, je le disais, c'est pas non plus des... Ouais, mais c'est des comédiens qu'on voit beaucoup. C'est des comédiens plus auteurs. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je rebondis sur le fait que l'action démarre au 2e épisode, on va dire, et il y a plein de choses apparemment qui s'en viennent après ce premier épisode-là. C'est quoi L'Imposteur? Il y avait quoi comme autre série? Survie. Quand ta série met tout son pilote à te présenter c'est étonnant. Le personnage et que vraiment l'action, l'élément déclencheur n'est qu'à la toute fin du premier épisode, c'est qu'il y a un problème quelque part. On peut dire ouais, mais c'est une série qui prend son temps, etc. Non, il y a des séries excellentes qui prennent leur temps, je pense à Breaking Bad, etc. Premier épisode pilote, t'as catché de quoi la série va parler, t'as catché quels sont les personnages, quels sont les conflits, quelles sont toutes les choses qu'ils vont devoir passer dans cette série-là pour gagner ou perdre. Je pense qu'ils respectent comme une procédure de la présentation des personnages et tout, parce qu'il y a ça dans la scénarisation. Et moi, souvent, je me dis, pourquoi est-ce qu'on couperait pas ça complètement? Est-ce que le spectateur, il est systématiquement demeuré pour ne pas être jeté dans la fosse au lion d'un coup, quitte à ce que ce soit peut-être un peu compliqué au départ, mais qui permettrait d'être dans une intrigue directe, de ne pas passer par l'exposition des personnages, des lieux, des machins et trucs. Mais de toute façon, tu exposes dans l'action d'une certaine manière. Et là, j'ai l'impression qu'il te présente, et ça se voit, on revient sur Trop, on revient sur Survie, il te présente les personnages, mais une série, n'hésitez pas,
petit conseil pour ceux qui veulent écrire des séries télé, n'hésitez pas à caricaturer vos personnages, à en faire des caricatures dès le premier épisode. C'est après qu'ils vont avoir ces petites nuances, les choses qu'on n'a pas vues. N'y allez pas non plus trop gros là, et c'est comme ça qu'on crée des personnages. Sinon, ben là les personnages des imposteurs, en tout cas de sa famille, sa vraie famille, sont vraiment bien dépeints, on va dire. On connaît toutes leurs forces, leurs faiblesses, etc. On les connaît vraiment, mais ça a pris trop de temps. Ouais, on aurait eu du temps plus tard pour ces choses-là. Donc voilà, c'est un petit défaut pour pas mal de séries qui arrivent cette année. C'est bizarre. C'est vrai. Il nous en reste 3 à évoquer et pas des moindres puisqu'on a des avis très tranchés sur celle-là. Ah ouais. Alors on va d'abord parler de Fatal Station. Je pense que j'ai exposé l'imposteur, donc je te laisse exposer Fatal Station. Qu'est-ce que c'est Fatal Station? C'est compliqué. Mais pas tant. Mais c'est une femme, tu vois, un exemple de super épisode qui commence super bien. On sait ce qui va se passer dès le premier épisode, on sait de quoi la série va parler. C'est une femme qui arrive dans un village après avoir eu des problèmes en ville d'ordre criminel. Elle est poursuivie par un gars. Et elle veut s'installer dans ce village-là, qui est Fatal Station. Un village qui est contrôlé par Micheline Langto, Jen O'Gallagher. C'est un beau nom de soap américain. Et c'est un peu un combat entre cette femme-là qui veut contrôler son village, qui veut faire le bien pour ses habitants. On se demande parfois, c'est assez... mais oui, c'est quand même assez pour elle, tout ça. Et cette femme-là qui débarque de nulle part, qui pourrait un peu basculer tout ça, et puis elle fout un peu la marde par moment, et tu te dis, mais pourquoi elle fait ça? Qu'est-ce qu'elle cherche aussi? Bref, c'est assez étrange. Qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, moi j'aime beaucoup le cadre étrange justement de la réalisation et de l'intrigue. En plus, c'est ciblé un peu, c'est donné comme le premier western québécois entre guillemets. Ce que je peux accepter d'ailleurs là-dessus. J'aime beaucoup la distribution, j'aime beaucoup ce qui a été fait, j'aime beaucoup le côté intriguant parce qu'on oublie beaucoup dans les séries comme dans les films parfois, il n'y a pas d'intrigue. Donc là j'aime bien ça. J'aime beaucoup le travail de Raphaël Ouellet d'une manière générale à la réalisation. Et j'aime bien la façon dont il tourne avec ses acteurs. Après, la série a débarqué en 2 temps après Noël. Et très honnêtement, ils avaient mis 4 épisodes et après, ils ont mis 4 épisodes d'après, 2 semaines après. Prétextant qu'en fait, c'était important de laisser reposer le temps d'avoir envie de voir la deuxième fournée. Et personnellement, j'ai un peu de mal avec ça parce que quand j'ai revu les épisodes 5 à 8, en l'occurrence, j'avais un peu perdu l'intérêt. Parce que moi, les 4 premiers avaient plutôt bien marché. Je pense que même s'ils sont un peu clichés, un peu caricaturaux ces personnages, notamment Micheline Langto, on l'aime bien voir ce genre de personnage quand même dans des séries. On aime, moi personnellement j'adore Masha Limonchik aussi, donc je suis sans problème. Et puis je suis aussi en amour fou pour Marilyn Castonguay qui a un autre rôle dedans. Mais c'est ça, la deuxième partie de la saison m'a un petit peu moins intrigué. Est-ce que toi tu as eu cette impression-là aussi, ou est-ce que ça a déjà quelques semaines donc, mais surtout que je ne l'ai pas pris comme à la diffusion. Je l'ai vraiment... c'est-à-dire que je n'ai pas eu la batch de 4 épisodes, puis l'autre batch de 4 épisodes. J'ai vraiment eu tout le bloc d'un coup. Donc ça m'a pas dérangé à ce niveau-là. C'est vrai que c'est une série c'est une série qui crée un mood. En gros, il faut être dans ce mood-là, de se dire, OK, on plonge un peu dedans, etc. On n'est pas trop sûr de ce que c'est un peu weird. Cette étrangeté qu'il y a. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Pareil, la distribution est comme géniale. Claude Legault, c'est mon amour total. Le retour de ce gars-là dans une série. Pas vu, Il avait fait une pause d'1 an, puis là il est de retour. Puis il n'est pas de retour comme dans un grand rôle, premier rôle, etc. Il joue vraiment l'un des seconds couteaux de la série, mais il le joue bien, il est vraiment bon. Et tu as envie pratiquement de déménager dans ce village-là
parce qu'il se passe des affaires, mais les personnages sont tellement intéressants. Guillaume Cyr aussi. Le personnage de Guillaume Cyr est vraiment... Pour lui, ça devait être génial à jouer. C'est son année à Guillaume Cyr, je pense. Il a explosé dans pas mal de rôles au cinéma et en série télé. Ouais, la réalisation de Raphaël Ouellette, c'est parfait. Enfin, en tout cas, je crois qu'il a enchaîné après Mémoire... Nouvelle adresse. Après ça, ça a dû lui faire du bien. Ouais. Là, je pense qu'il est vraiment avec Stéphane Bourguignon, avec lequel ils ont travaillé. Stéphane Bourguignon a fait le scénario. Je pense qu'ils ont vraiment travaillé de concert, plus que pour Nouvelle Adresse, où je crois, encore une fois, je prends des pincettes parce qu'on n'est jamais dans le secret des dieux complètement, où je crois que là, il était vraiment plutôt appelé comme réalisateur pour faire juste la réalisation de quelques épisodes. Oui, c'est ça. Il est arrivé en saison 2, si je ne m'abuse. Je ne sais plus exactement, mais ce sont ces séries-là qui sont comme des téléromans et sur lesquels on demande à un réalisateur de faire 2 épisodes. Donc, c'est difficile de pouvoir y mettre une empreinte ou quelque chose particulièrement. Par contre, en tout cas, on s'est souvenu de lui visiblement à la télé. Et s'il y a moins de boulot au cinéma, en tout cas en ce moment, il y a beaucoup de réalisateurs de cinéma, notamment d'auteurs comme lui, qui gagnent le droit d'aller sur l'univers des séries. Donc, on ne peut que s'en réjouir. Ouais, effectivement. On enchaîne avec Lâcher Prise. Lâcher Prise, je te laisse en parler. J'ai parlé de Fatal Station. Parle donc de Lâcher Prise, moi je vais pouvoir donner mon avis. Ok, alors Lâcher Prise, c'est l'histoire d'une femme qu'on comprend, elle est en maison de repos. Parce que visiblement, il y a quelque chose ça a déboulonné à un moment donné et elle ne supporte pas d'être en maison de repos. Elle avait l'air un petit peu hyperactive, donc elle sort et elle décide de retourner chez elle. Et elle comprend qu'en fait, tout lui revient au fur et à mesure qu'en fait, elle a pété une durite en pleine... au travail et donc je crois qu'elle a violenté son patron, il y a quelque chose comme ça, il y a une baffe ou un truc comme ça. C'est une fille qui a fait un burn-out tout simplement. Voilà, et donc on démarre là-dessus et ça dégringolade, en même temps reconstruction, c'est un peu les deux. Et donc voilà, Sylvie Léonard et Sophie Cadieux dans un duo d'actrices puisque c'est mère et fille qui vont se retrouver aussi. J'aime bien ça, je dis c'est une reconstruction mais en même temps une descente parce qu'il y a un côté, j'essaye d'en sortir, j'y arrive progressivement, mais inversement ça marche plus du tout non plus. Donc je trouvais ça intéressant. Stéphane Lapointe, qu'on a beaucoup vu à la télé avec grande réussite, notamment dans Tout sur moi, un peu moins de réussite au cinéma mais qui a quand même de grandes habiletés, notamment dans l'univers de la comédie. Et qui réussit dans un format court à mettre Sophie Cadieux et Sylvie Léonard dans une comédie vraiment souvent très très drôle, presque à hurler de rire, malgré le sujet qui peut paraître plombant. Oui, pour moi, Lâcher Prise, je pense que c'est la meilleure... c'est la meilleure série parce que L'âge adulte, c'est une web-série. Tu as parlé du réalisateur Stéphane Lapointe, l'auteur aussi... L'autrice, l'auteure, dont j'ai oublié le nom encore une fois, je m'excuse, c'est pas la blonde de Judith Lucier cette fois. Elle écrit ça, mais comme c'est de la broderie de personnages. Ouais. C'est une série de femmes, c'est une série féministe qui ne se revendique pas féministe, mais qui l'est vraiment, qui parle de la femme de 40 ans qui fait un burn-out, qui parle des combats, parce c'est une femme de 40 ans, en burn-out, célibataire, avec un enfant. Et ça parle de sa mère aussi, qui est elle aussi divorcée, qui a plus de job, etc. Malgré qu'elle soit quand même bien confortable dans la vie, parce que sa job avant, bref. C'est une série qui parle de ces femmes-là absolument bien, parfaitement bien. C'est servi par des seconds rôles aussi très savoureux. Vraiment, l'ex-mari, il est super. Le nouveau conjoint de cet ex-mari, c'est comme mon chouchou. Il y a un flic dedans. Enfin bref. Oui, un nouveau. Je me souvenais, j'avais googlé. Plein de nouveaux visages aussi, malgré que ce soit porté par un duo d'actrices qu'on connaît quand même. C'est vraiment hilarant. Hilarant. Il y a des épisodes qu'on a envie de voir 2 fois, 3 fois, sans problème. C'est hilarant, il y a de la punchline, il y a de la réplique tueuse à toutes les 10 secondes.
ça n'en devient presque pas vrai d'une certaine manière, parce qu'on se dit c'est pas possible que les gens aient toujours cette répartie-là à chaque fois, mais c'est pas grave, on accepte, on embarque. Et en même temps, ça peut être dans la relation mère-fille très très tendre. Ouais. Et c'est ça qui est génial. La réussite, c'est ça, c'est de réussir à faire quelque chose autre chose que de la comédie à sketch. Parce que parfois, comme tu dis, il y a des punchlines et il y a le fait d'être très direct sur de l'humour qui fonctionne, mais qui, mis bout à bout, pourrait être un peu lassant. Et là, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'il y a un bon dosage entre l'histoire en elle-même, le côté subtil et assez fin de situation, et tout l'humour qui est dans la série, parce qu'il est omniprésent. Il y a un épisode avec l'épisode du clown est génial. Je veux dire, la fête de famille, la fête d'enfants là, avec le clown, elle marche particulièrement. Mais moi j'ai hâte à la deuxième saison s'ils en font un. Je n'ai pas trop vu s'il y en avait, mais effectivement c'était une belle réussite. Il y aura une deuxième saison et pour moi, rien qu'à la première saison, c'est une série qui est déjà culte d'une certaine manière pour moi. Je pense que, y a, je sais pas, au niveau des gens, s'ils l'ont regardé vraiment, au niveau des chiffres. Non, les critiques étaient bonnes, mais j'ai pas vu non plus Ça mérite tellement, ça mérite tellement comparé à la prochaine série dont on va parler. Ouais. On va terminer avec une autre série qui est en tournage actuellement de la saison 2. Donc on sait qu'en tout cas la saison 1 a suffisamment fonctionné pour aller sur une saison 2, à savoir Les Simone, qui est donc la nouvelle série de Riccardo Troggi et qui est portée par 3-4 actrices. Ça dépend, des fois il y a juste les 3, des fois ils sont 4. Je te laisse les présenter, tiens, Les Simone. Ouh là là, Les Simone, ce sont 4, 3 là, la quatrième on la voit comme un épisode sur 2, 3 filles, notamment une jouée par Anne-Elisabeth Bossé qui est un peu la principale, qui habitait Québec, qui avait un mari qui était bien, mais qui n'était pas super à l'aise dans sa vie. Elle a la trentaine, c'est la crise de la trentaine. Quoi. Sa job, ça l'emmerdait. Son mari commençait à être un petit peu trop envahissant dans le sens où il voulait des enfants, où il voulait son ménage. Et puis elle voyait que ça commençait à être un peu trop. Donc elle se casse, elle va à Montréal, elle rencontre deux autres... elle revient chez son amie, elle rencontre une troisième donc. Et ce trio de filles vont vivre des aventures pas super cool. C'est des fois très misérabilisant presque. Et elles vont comme se découvrir et s'entraider. Et je sais pas trop comment le dire. C'est un girls québécois, mais pas tant. Enfin, je sais pas comment vraiment décrire ça. Il y a un côté, girl power un petit peu. Je vais parler de premier, même si tu as donné un petit peu la façon dont tu as présenté les choses, donner un petit peu ton avis. Le gros point positif, c'est Anne-Elisabeth Bossé qui est toujours parfaite dans la comédie, c'est-à-dire qu'elle a un don comique qu'on lui connaît. Et là, c'est sûr que on sent que même limite, si on me dit la série a été écrite pour elle, ça me paraîtrait logique en fait. Il y a deux choses qui m'ont vraiment déçu et voire parfois très énervé. La première, c'est des gros airs de déjà-vu, de plein de choses qui ont déjà été faites. Le souci trentenaire des femmes qui n'arrivent pas à s'assumer, d'être heureuses et de ces choses-là, déjà ça a été vu. Et surtout, personnellement, j'ai beaucoup de mal à accepter, mais j'avais vu un film qui ressemble comme deux gouttes d'eau qui s'appelait Les Gazelles, qui est sorti 2 ans avant. Le premier épisode, pour moi, j'avais l'impression de voir le même épisode, donc j'étais vraiment très mal à l'aise. Derrière ça, parce que des airs de déjà vu, c'est sûr qu'on en voit partout dans plein de choses, c'est qu'il y a des lourdeurs et il y a des épisodes qui frisent vraiment le ridicule. Moi, tu m'avais dit à un moment donné, parce qu'on parlait des épisodes, et il y avait un épisode que j'avais trouvé bon, un épisode assez poignant, où il y a un problème entre la famille et Elisabeth Bossé qui marchait bien. Et tu m'avais dit, oui, mais ça monte parfois et d'un seul coup ça retombe. Et c'est exactement ça. L'épisode d'après, il donne à jouer à Rachel Gratton une scène qui frise le ridicule, où je me dis... Et on la voit s'énerver comme une fillette de 5 ans parce qu'elle vient de voir une star et elle tape du pied dans la scène.
moi j'ai mal pour elle et je me dis mon Dieu mais pourquoi on lui donne ça à jouer, je me dis oh, la pauvre, je sais même pas par où elle a pu récupérer ce passage là parce que aucune femme de 30 ans fait ce genre de caprice en quelque sorte, enfin, j'étais très mal à l'aise. Après je ne veux pas non plus enterrer la série au complète. Il y a autant de points positifs que de points négatifs. C'est ça qui m'a un peu dérangé. Et tant mieux si ça trouve son public parce qu'au final, on est content quand même de ça. Rachel Gratton, elle avait été connue dans deux, trois autres séries avant, j'avais vu, mais c'est vraiment la chose qui la met devant. Et puis même Anne-Elisabeth Bossé, on la connaissait bien, mais elle avait rarement eu le rôle titre. Donc c'est bien d'avoir ce genre de série pour elle, en tout cas. Mais personnellement, la saison 2, ça sera sans moi. Ouais, j'ai un peu le même feeling pas de saison 2 pour moi, malgré que j'ai regardé toute la saison 1 en entier et presque de manière comme si on regardait un accident arriver. C'était un peu comme morbide, malgré que ce soit mauvais, enfin que j'aimais pas ça. C'est pas mauvais, c'est que j'aimais pas ça. Tu voulais savoir ce qui allait se passer, tu voulais savoir. Ouais. C'était quand même engageant. J'ai certains épisodes en accéléré à un moment donné. Ah ouais, quand même. Bah oui, parce qu'il y avait des intrigues qui me plaisaient bien et d'autres qui ne m'intéressaient pas du tout. Donc je m'étais dit, je vais regarder juste. J'aimais bien aussi, parce qu'on va être honnête, il y a Jean-Sébastien Courchaine qui arrive au milieu de la saison, qui joue le voisin un peu abruti. Et il faut savoir, pour la petite anecdote, qui ne faisait pas partie de Cinémaniac au départ, à cette époque-là, ils ont tenu tous les deux le prix Geneviève Bugeaud et Roy Dupuis en même temps la même année, il y a 3 ans, Anne-Elisabeth Bossé et Jean-Sébastien Courchaine. Et à l'époque, ils ne se connaissaient pas. Je me souviens, je les avais les deux en table ronde là, et j'étais là, ah mais personne ne se connaît vraiment, et c'était cool de les voir ensemble parce qu'ils sont d'univers complètement différents. Et d'un seul coup, on les voit dans une love story qui est censée pas fonctionner, mais qui fonctionne quand même un peu. Enfin, je trouvais ça intéressant à regarder. Et ça marchait plutôt bien. Mais le reste, il y a tellement de lourdeur que j'avançais un peu. Le plus gros défaut pour moi de cette série, et c'est peut-être pour ça que je l'aime pas, c'est que la série s'appelle Les Simones, pour Simone de Beauvoir. Ça parle de femmes, ça parle de ce que vivent les femmes de 30 ans. Même si Kim Lizotte, l'auteur, a dit non, c'est pas une série féministe, etc., on sent quand même qu'il y a des discours dans la série qui sont dits, pareil ici, in the face, très très comme nous les femmes, blablabla, des discours qui se veulent féministes. Donc, il y a comme assumer. C'est pas une tare d'être féministe, surtout en 2017. Assumez ça à fond. Votre série s'appelle Les Simones et j'ai l'impression qu'ils ne l'assument pas comme pourrait l'assumer sans le dire. Lâcher prise, qui est vraiment pour moi plus féministe que Les Simones. Je fais du mansplaining, je suis désolé. Mais il y a des scènes vraiment bizarres dans Les Simones où Anne-Elisabeth Bossé se fait expliquer par son beau-frère la vie, puis c'était très dérangeant de se dire « Ah, c'est con parce que c'est censé être une série qui te montre que les femmes de 30 ans, elles prennent les choses en main, puis que les femmes en général prennent les choses en main, puis que c'est fini le temps où on leur dictait quoi faire. » Et là, elle se fait dicter quoi faire. C'est vrai, c'est un ressenti qui est intéressant parce qu'on a l'impression que ça veut fâcher personne. C'est-à-dire que on a attention, faut pas qu'on se mette ces personnes-là à dos, il faut qu'on rassemble tout le monde. Or, effectivement, c'est pas vraiment possible en l'état. Et ça fait une série trop gentille d'une certaine manière. Oui, je suis assez d'accord là-dessus. Mais bon, après, c'est sûr que tant mieux s'il y a des gens qui le regardent et qui l'apprécient. Nous, c'est sûr qu'on n'était pas le public, visiblement. Mais bon, on a quand même eu quelques coups de cœur. Ouais. On espère en tout cas que ça vous aura donné envie, soit d'en voir certaines si vous ne les avez pas vues, ou d'en lâcher certaines autres si jamais vous étiez en train de vous demander est-ce que je la continue, est-ce que je la continue pas, voilà. Et puis surtout, on va voir un petit peu si nos avis correspondent au prix Gémeaux, puisque dans quelques jours, le 15 juin prochain, on aura les sélections, les nommés. Donc, on verra un petit peu si ça corrobore ou si c'est vraiment opposé. Donc, voilà. Bon, on termine là-dessus ? Écoute, oui, merci. On vous dit à la prochaine. Ciao, bye. Salut.